Imaginez un instant. Il est tard. Vous recevez un message. Un message rédigé sous une pression immense. Son auteur pense qu'elle va être arrêtée le lendemain matin. Aujourd'hui, on ne plonge pas dans une pile de documents, mais dans un seul texte. Une déclaration publique de Maître Alice Newcombe. C'est une avocate, une figure politique importante au Cameroun. Le texte est daté du 28 décembre 2025. C'est court, mais alors, chaque mot pèse une tonne. Ah oui, c'est d'une densité incroyable. La mission qu'on se donne, c'est de voir comment ce seul document peut nous éclairer sur la situation politique, bien sûr, mais aussi sur le caractère de cette femme et sur les stratégies de résistance civile, en fait. On va déplier ça ensemble. C'est un document qui est fascinant parce que ce n'est pas juste un tract politique ou un cri du cœur, pas du tout. C'est une pièce d'horlogerie sur le plan de la communication. Chaque phrase est calibrée pour une cible différente, en même temps. Ses soutiens, ses adversaires. Exactement. Ses soutiens qu'il faut galvaniser, ses adversaires qu'il faut déstabiliser, et puis sa famille qu'il faut rassurer, et même l'histoire, avec un grand H. Elle la prend à témoin. C'est vraiment un cas d'école sur la puissance des mots face à ce qu'elle dénonce comme la force brute. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Le message commence par des remerciements assez classiques, et puis tout de suite, sans détour, elle annonce la couleur. Je cite « L'on vient de me prévenir d'une possible arrestation demain ». Ce qui est frappant, c'est le ton. Il n'y a aucune peur apparente. Zéro. On a plutôt l'impression qu'elle jette un gant, quoi. C'est un défi. Absolument, elle refuse d'emblée la posture de la victime. C'est même tout l'inverse. Elle dit, et c'est ça qui est fort, que si on l'arrête, ce sera la confirmation éclatante qu'elle dit la vérité. C'est un renversement rhétorique complet. Très puissant, oui. L'acte de répression, qui est censé être une victoire pour le pouvoir, elle le retourne. Elle le recadre comme la preuve ultime de leur illégitimité. En gros, elle leur dit « Votre force, c'est en réalité votre plus grande faiblesse ». Mais c'est un pari qui est incroyablement risqué, non? Je veux dire, le pouvoir pourrait juste l'ignorer, la discréditer, dire qu'elle invente tout ça pour attirer l'attention. C'est là que la suite du texte est très très habile. Elle ne reste pas dans le flou. Pour se protéger de ça, elle devient extrêmement précise. Elle énumère une liste de droits qu'elle estime bafoués. Liberté d'expression, d'opinion, de manifester. Voilà, d'être élu, la défense du verdict des urnes. Ce n'est plus une simple opinion là, ça ressemble à un réquisitoire d'avocate. Chaque droit qu'elle liste, c'est une accusation, un chef d'inculpation qu'elle dresse contre le système. Donc ça devient beaucoup plus difficile à balayer d'un revers de main. Ce n'est pas de la paranoïa. Exactement. Donc en fait, en listant ce qui manque, selon elle, elle définit la nature même du régime qu'elle combat. C'est plus juste « je suis en danger », c'est « voici la preuve que le système entier est défaillant ». C'est bien plus fort. C'est ça, elle déplace le projecteur. Le sujet, ce n'est plus Alice Newcombe va peut-être être arrêtée ». Le sujet devient « est-ce que le Cameroun respecte les droits fondamentaux ?» Elle se sert de son cas personnel pour mettre en lumière un problème systémique. Et par ce biais, elle internationalise son combat. C'est très réfléchi. Très. Et elle ne s'arrête pas là, ça devient très personnel ensuite. Elle s'adresse directement à ses détracteurs et elle cible nommément le porte-parole autoproclamé d'un président non élu. Là, on change de ton. Les accusations sont gravissimes. Tu es arrêté, incarcéré. Oui, elle parle d'une machine de propagande et de mensonges. Et c'est là qu'on a un autre pivot stratégique. Face à cette machine de force et de mensonges, qu'est-ce qu'elle peut opposer ? Elle n'a ni armée ni police. Elle n'a que ces mots. Elle oppose donc une force d'une autre nature. Une force immatérielle. C'est le fameux passage avec la répétition. L'anaphore, oui. Rien n'arrête la vérité, rien n'arrête le courage, rien n'arrête les messages du cœur. C'est vrai que cette répétition, ça sonne presque comme une incantation, une prière. Mais c'est l'essence même de la résistance non violente. On pense à Gandhi, à Martin Luther King. Bien sûr, on retrouve cette idée que les constructions matérielles du pouvoir, les murs des prisons, les frontières, tout ça, c'est impuissant face à la circulation des idées. Regardez les verbes qu'elle utilise pour la vérité. Elles se transmettent, se propagent, traversent. Elle leur donne vie, en quelque sorte. Elle leur confère un pouvoir d'action supérieur à celui de ses geôliers. Elle ne se bat pas pour gagner demain. Elle se place sur le terrain de l'éternité. Un terrain où, par définition, ses adversaires ne peuvent pas la suivre. Ce qui nous amène à la phrase, peut-être la plus audacieuse de tout le texte. Elle prend la menace de son arrestation et elle la retourne complètement. Comme une crêpe, elle écrit « M'arrêter ne fera pas taire une voix. Ce sera l'acte révélateur de votre propre fin, politique et morale. » C'est une prophétie, mais c'est plus que ça.
C'est un piège. Un piège? Oui, elle met ses adversaires dans une situation impossible. Un lose-lose. Si vous ne m'arrêtez pas, je continue mon combat, je gagne en crédibilité. Si vous m'arrêtez, vous prouvez que j'ai raison, vous vous révélez comme des tyrans, et vous déclenchez une indignation qui, selon elle, causera votre chute. C'est un coup de maître en termes de théorie des jeux. Absolument. Elle les force à choisir entre deux très mauvaises options. On peut y voir une audace folle, c'est vrai, mais on pourrait aussi y voir un pari extrêmement risqué. Si le régime l'arrête et que rien ne se passe, si la mobilisation ne prend pas, si la communauté internationale regarde ailleurs, sa menace de fin politique et morale sonne un peu creux, non? Elle pourrait finir oubliée dans une cellule. C'est le risque fondamental de tout acte de désobéissance civile. Et elle le sait, c'est pour ça qu'elle ajoute une autre pièce au puzzle juste après. Une phrase qui peut paraître simple, mais qui est juridiquement et médiatiquement cruciale. Elle dit « Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons appelé qu'au pacifisme ». Pourquoi insister là-dessus à ce moment précis? C'est une manœuvre préventive. Pour dire nous sommes les gentils. C'est plus tactique que ça. En se déclarant publiquement et par écrit comme pacifiste avant une potentielle arrestation, elle rend toute accusation future de sédition, de complot, de trouble à l'ordre public beaucoup plus difficile à justifier. Ah, d'accord. Elle se construit une sorte d'armure narrative. Voilà. Si elle est arrêtée, l'histoire qui sera racontée ne sera pas une agitatrice a été neutralisée, ce sera une militante pacifiste a été emprisonnée. Et ça, pour les médias internationaux, pour les chancelleries étrangères, ça change tout. Elle prépare le terrain pour la bataille médiatique d'après. D'accord. Donc elle a tout anticipé. La menace, la réponse, la contre-attaque, la couverture médiatique. Et ça nous amène à la suite, qui est, pour moi, la partie la plus sidérante du texte. Elle a un plan pour l'après. Elle écrit « Ma communication continuera ». Ce n'est pas juste un message d'espoir, ça. C'est une déclaration de guerre logistique. Et la phrase qui suit le prouve. Elle est glaçante de préparation. Mes messages sont déjà rédigés. Attendez, mes messages sont déjà rédigés. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Qu'elle a une équipe prête à diffuser? Des tweets programmés? Des vidéos enregistrées? On est en 2025. Ça implique une stratégie numérique très sophistiquée. Des serveurs à l'étranger, des publications automatisées, peut-être même de l'intelligence artificielle pour adapter les messages, qui sait. Elle dit à ses adversaires « Vous pouvez emprisonner mon corps, mais vous ne pouvez pas emprisonner mon fantôme numérique. Ma voix est déjà dans le futur. » C'est une façon de rendre l'arrestation politique, dont le but est de faire taire quelqu'un, complètement obsolète. Exactement. Elle annule l'objectif même de la répression. Et en faisant ça, elle se transforme. Elle passe du statut de porte-parole, qui est une fonction, à celui de symbole. Qui est une idée. Une idée, oui. On peut emprisonner une porte-parole. Un symbole, c'est beaucoup plus difficile. En planifiant sa propre absence, elle assure la pérennité du mouvement. Et elle se rend, d'une certaine manière, immortelle. Et ça fait écho à une autre phrase du texte. L'histoire, elle saura. Elle ne gère pas la crise de demain. Elle gère son héritage pour les 50 prochaines années. Elle se voit déjà comme une figure historique. Et elle écrit elle-même le premier chapitre. Et alors qu'on pense avoir atteint le sommet de la tension de la stratégie, le message se termine. Elle signe, son nom, son titre. Et juste en dessous, tout bascule. 3 mots. En anglais. Mom loves you. Le choc. C'est total. On passe de la stratège politique implacable à la mère de famille en une fraction de seconde. C'est un coup de communication de génie. La première raison, évidente, c'est que ça l'humanise. D'un coup, on ne voit plus l'avocate, mais la mère. Et le sacrifice potentiel devient infiniment plus poignant. Précisément. Et ça crée un contraste dévastateur. Tout le texte a décrit la froideur, la brutalité d'un appareil d'État. Et elle y oppose la chose la plus simple, la plus chaude, la plus universelle qui soit. L'amour d'une mère. La machine contre l'humain. Émotionnellement, c'est imparable. Et le choix de l'anglais, ce n'est pas anodin non plus, j'imagine. Rien n'est anodin dans ce texte. L'anglais a une double fonction ici. D'un côté, c'est peut-être la langue intime qu'elle utilise avec ses enfants, ce qui rend le message encore plus personnel. D'accord. Mais de l'autre, c'est la langue globale. C'est un message qui, même s'il est pour ses enfants, est aussi compris instantanément par un journaliste de la BBC, un diplomate à Washington, un militant à Genève. Un dernier clin d'œil à son public international.
C'est la signature parfaite. Elle ancre son combat personnel dans une réalité universelle. C'est fou de voir tout ce qu'on peut extraire d'un texte si court quand on prend du recul. On a une stratégie de défi à plusieurs niveaux. Personnel, politique, médiatique, historique. Une communication qui anticipe chaque coup de l'adversaire pour le transformer en avantage. Et un courage immense. C'est un véritable manuel de résistance moderne. C'est la démonstration éclatante qu'à notre époque, une seule voix, si elle est armée d'une conviction et d'un message d'une clarté chirurgicale, peut ébranler un système. L'acte même d'écrire et de publier ce message, c'est déjà une victoire. En défiant ouvertement le pouvoir de l'arrêter, elle s'est déjà libérée de la peur. Et c'est peut-être ça, la libération la plus importante. Quoi qu'il arrive après, ce texte existera. Et pour laisser notre auditoire sur une dernière interrogation, juste avant sa signature, elle glisse un avertissement qui semble presque anodin. À bon entendeur. Une formule qu'on entend tous les jours. Mais là, dans ce contexte, elle prend un poids. Considérable. Exactement. La question qui reste, c'est à qui s'adresse vraiment cet ultime avertissement? Est-ce qu'elle parle à ses adversaires pour leur prédire leur chute? Est-ce un message codé pour ses partisans? Un appel à se tenir prêt? Ou alors, est-ce que c'est un dernier regard vers la caméra? Un avertissement lancé à la communauté internationale pour lui dire « Le monde vous regarde, ne restez pas silencieux ». Le mystère